Bonsoir à tous, bienvenue à la 21e édition de Scientilivre et à la dernière conférence de la soirée. Donc, je vais avoir l'honneur de présenter Thomas Carman. Donc, bonsoir Thomas. Avec. J'espère que tu vas bien. Alors, Thomas, aujourd'hui ingénieur de maintenance au sein de la direction des systèmes d'observation de Météo France, tu es en charge de l'administration des systèmes informatiques et télécoms de la division radar. Alors, radar, tout le monde connaît ce nom à travers la fameuse image radar que l'on voit sur les bulletins météo. Donc, sûrement nous en dire plus tout à l'heure. Donc, ta formation initiale est axée autour de la météorologie et des services climatiques. Tu as notamment travaillé dans le domaine du changement climatique à l'échelle de la région d'Occitanie. Bon, d'un point de vue aussi de ce que tu fais à côté, tu es engagé dans la transmission du savoir, le lien humain, en tant que médiateur et administrateur de l'association Planète Science. Donc, je suis ravi de t'avoir là, sur comment mettre ensemble des activités variées, d'enrichir la méthode pédagogique, mais aussi de voir un peu ce que ça peut transmettre aux gens. Et d'ailleurs, ce n'est pas une première pour toi, Scientilivre, c'est une première en live. Par contre, tu as été de nombreuses fois médiateur sur ces expositions de Scientilivre, sur des ateliers auprès des plus jeunes, auprès du public. Et donc, je pense que ce soir, tu vas nous permettre de comprendre ce qui se cache derrière un bulletin météo et puis de tous les mystères, la compréhension, ce qui transparaît derrière ces météos. Donc, c'est à toi, nous t'écoutons. Oui, merci beaucoup, Eric. Merci à tous d'être présents ce soir. Donc, en effet, je suis très content d'être ici pour la première sur Scientilivre en version animation distancielle. Donc, c'est très sympa d'être là ce soir avec vous. Et donc, pour commencer, et forcément, on est en direct, donc ça ne marche pas. Pour commencer, je voudrais vous présenter un bulletin météo, parce que c'est un peu le thème de la conférence. Qu'est-ce qui se cache derrière un bulletin météo? Donc, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se regarder un bulletin météo et on va essayer de regarder le bulletin météo de la journée de demain. Donc, sur la journée de demain, il y a quelque chose à savoir. Déjà, je vous donne un contexte macroscopique, le temps d'afficher mes diapositives. Eh bien, sur la journée de demain, on va avoir un grand anticyclone qui se situe sur les îles britanniques, ce qui fait que tout le nord de la France va être très, très intéressant en termes de temps. Il va faire beau, il va faire relativement chaud pour la saison. Par contre, et là, normalement, vous voyez mon écran, on est sur quelque chose de beaucoup moins intéressant pour le sud de la France. Et donc, je vous ai fait un petit zoom sur la région Occitanie. Sur la région Occitanie, on va avoir un temps couvert de la matinée jusqu'à l'après-midi, avec des passages pluvieux réguliers et des températures qui sont relativement basses, donc aux alentours de 10 à 12 degrés sur l'ensemble de la région, avec des températures encore plus basses en montagne. À noter qu'il neigera à partir de 1500 mètres, mais que les conditions ne sont pas tout à fait réunies pour partir à la montagne demain. Alors demain, par contre, ce que vous pouvez très bien faire, c'est assister aux différents ateliers de Scientilivre à partir de 10h ou aux conférences à partir de 16h, parce que cette fois-ci, le temps s'y prête tout à fait pour être bien chez vous au chaud, à profiter de cette superbe manifestation. Alors, le thème de la conférence, on l'a dit, c'est qu'est-ce qui se cache derrière un bulletin météo? Et pour répondre à cette question, la première question qu'on va se poser, c'est mais qu'est-ce que c'est que la météo? Alors, qu'est-ce que c'est que la météo? C'est une très bonne question. Et en général, quand on se pose ce genre de questions, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher dans le dictionnaire. Alors, je vais vous épargner la recherche et je vais vous dire ce que dit le Larousse sur le sujet. La météorologie est la science qui étudie les phénomènes affectant la partie la plus basse de l'atmosphère. Bon, donc du coup, on arrive encore sur un mot qu'il faut redéfinir, qui est l'atmosphère. Qu'est-ce que c'est que l'atmosphère? L'atmosphère, c'est une bulle d'air, une enveloppe gazeuse qui entoure notre planète, et donc qui va jusqu'à très très haut. On voit jusqu'à 700 km, on a encore la thermosphère qui est une partie de l'atmosphère. Nous, ce qui va nous intéresser quand on parle de météorologie, c'est la partie de l'atmosphère qui se situe entre 0 et 20 km. Et plus particulièrement, ce qui va nous intéresser le plus, c'est la troposphère. Et donc entre 0 et 12 km, alors ça varie un peu suivant là où on se trouve sur Terre. Et ça tombe bien, parce que c'est dans cette troposphère qu'on vit. Donc s'intéresser à cet endroit-là
de l'atmosphère, c'est particulièrement intéressant pour nous. Et puis c'est aussi là que se développe la majorité des phénomènes météorologiques. Et donc, la science météorologique, c'est une science d'observation à la base. Et donc, la base de la météorologie, c'est d'observer ce qui se passe autour de nous. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer? Déjà, dans un premier temps, on va pouvoir observer des choses qui se passent autour de nous et qui sont très sympas à voir, c'est-à-dire les nuages. Au-delà des nuages, on va aussi avoir d'autres choses qui découlent des nuages, ou pas forcément, mais qui découlent en tout cas des conditions atmosphériques, qui peuvent être par exemple des hydrométéores, et des hydrométéores un peu particuliers, comme ici, vous avez une photo de neige, donc il y a un hydrométéore qui est très intéressant pour nous, tant d'un point de vue économique avec le ski, que d'un point de vue émerveillement. Au-delà de ça, on va aussi s'intéresser à d'autres phénomènes qui sont liés et qui se passent dans l'atmosphère. Parmi ces autres phénomènes, on peut voir notamment les éclairs. Et donc là, pareil, je vous ai prévu une jolie photo qui vous montre un éclair particulièrement intéressant et qui va descendre ensuite jusqu'au sol. Il y a deux types d'éclairs, des éclairs qui restent dans les nuages et des éclairs qui viennent toucher le sol. Là aussi, on est majoritairement sur de l'observation dans un premier temps. Et puis, il y a une autre chose qu'on va observer, c'est les effets des conditions atmosphériques un peu partout sur la Terre. Ces effets de conditions atmosphériques, on va les avoir notamment quand on va regarder ce qui se passe autour de nous et donc les impacts que ça va avoir sur la faune. Donc, typiquement, le gel, la glace, la grêle, tout ça, c'est des choses qui vont avoir des impacts forts sur notre environnement et qu'on va aussi observer. Et donc tout ça, donc là je vais sortir du partage d'écran, on va de nouveau échanger ensemble sans forcément avoir besoin de partage. Ce que je vous propose, ça va être de se poser la question, depuis combien de temps est-ce qu'on observe, le temps qu'il fait dehors? En fait, la réponse à cette question, c'est depuis très très longtemps. C'est-à-dire que les premières observations météo, on en a des traces depuis la Mésopotamie, c'est-à-dire à moins 1000 avant Jésus-Christ. On a des premières annotations sur les tablettes de moules alpines qui nous donnent des premiers travaux sur l'observation météorologique. Et même en Chine, à moins 1200 avant Jésus-Christ, on a d'autres notes qui sont des observations météorologiques. Et dans l'Antiquité grecque, c'était aussi un sujet qui passionnait les gens. D'ailleurs, Aristote a écrit un traité sur le sujet qui s'appelle « Les météorologies ». Et donc, avant de passer un peu à l'histoire de l'observation météorologique, moi, j'aurais voulu vous poser une question, et vous pouvez répondre dans le chat, c'est qu'est-ce que vous connaissez comme instrument de mesure en météo? Et donc, on y reviendra juste après, on va faire un petit moment sur les instruments juste après, mais tout d'abord, on va se poser la question, comment est-ce qu'un jour, on est passé de l'observation du temps qui fait autour de nous à la prévision? Et pour essayer de comprendre ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de comprendre l'histoire. Alors, tout ça, le passage de l'observation à la prévision, c'est quelque chose qui s'est passé à peu près au milieu du 19e siècle. Et c'est la conjoncture entre deux choses. D'abord, une avancée technologique, et ensuite, une problématique liée à un conflit militaire. Donc on va commencer par l'invention technologique. L'invention technologique qui nous a permis de réaliser des prévisions météo la première fois, c'est un instrument que vous connaissez certainement, qui est le télégramme. Alors le télégramme dans sa forme moderne, parce que pour remettre tout ça en contexte, le télégramme, initialement, les premières formes de télégramme, c'était quelque chose de manuel, c'était un grand mât en bois avec des bras qui permettaient de faire des signes pour communiquer sur de longues distances. Pour ceux qui connaissent un peu la culture populaire, qui ont vu Le Hobbit, la bataille des 5 armées, en gros, ce qu'utilise Azog pour communiquer avec ses troupes, on peut appeler ça un télégramme, mais sur l'ancienne version. La nouvelle version du télégramme, celle qui apparaît dans les années 1800, elle est plutôt électrique. Et
ce télégramme électrique, il va permettre, grâce à l'invention du code Morse en 1840, de transmettre des informations de type alphabétique, numérique et même de la ponctuation très rapidement sur de longues distances. Donc déjà, avec ça, on a la capacité de centraliser des observations très rapidement. Mais ça ne suffit pas. Pour comprendre comment est née la prévision météorologique, il faut retourner dans le passé et dans les années 1854. Pendant cette année 1854, la guerre fait rage en Europe et plus précisément à l'est de l'Europe avec la guerre de Crimée qui oppose l'empire, on va dire, russe avec la France, enfin contre la France, pardon, et la Grande-Bretagne. Donc on est en 1854, depuis plusieurs mois maintenant, les troupes françaises et britanniques réalisent le blocus de la ville de Sébastopol. Et le 14 novembre arrive un phénomène météorologique énorme, une grosse tempête qui vient détruire 38 navires et 3 vaisseaux de guerre. Et donc tous ces vaisseaux font naufrage, il y a d'énormes pertes humaines, et c'est une lourde perte pour la France et la Grande-Bretagne, qui est à deux doigts de perdre la guerre à ce moment-là. Et donc à ce moment-là, Napoléon III, qui est alors au pouvoir en France, charge son ministre de la guerre, le maréchal Vaillant, de trouver des solutions pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise. Et donc le maréchal Vaillant va trouver un homme très connu dans le monde de la météorologie, qui s'appelle Urbain Le Verrier, et qui est à l'époque directeur de l'Observatoire de Paris. Et donc on charge Urbain Le Verrier de trouver les différentes solutions aux problèmes comme celui qui s'est passé en Crimée, c'est-à-dire le naufrage des bateaux dû à une grosse tempête. Alors Urbain Le Verrier, ce qu'il va faire, c'est qu'il va écrire à plein de scientifiques en Europe pour leur demander des informations météorologiques sur la période qui les intéresse, c'est-à-dire du 12 au 16 novembre. Et sur cette période, il arrive à retracer la trajectoire de la tempête qui a du coup causé tous ces naufrages. En faisant ça, il se rend compte qu'en observant suffisamment, à suffisamment d'endroits et en comprenant les fonctionnements de l'atmosphère, on est capable de prévoir ce qui va se passer. Et c'est comme ça qu'en 1855, on met en place un premier réseau météorologique français qui sert à partager les informations à travers le télégraphe et à créer des cartes et ensuite à prévoir le temps qu'il va pouvoir faire. Et c'est comme ça que 2 ans plus tard, avec de la coopération avec d'autres pays européens, notamment avec les 10 plus grandes capitales européennes, que naît le premier bulletin international de l'Observatoire météorologique de Paris. Et donc c'est ça, en termes d'histoire, qui nous a amené à passer des observations à la prévision et aussi à une structure des services météorologiques. Et donc maintenant, on va revenir à la présentation pour se demander comment ça se passe aujourd'hui. Comment est-ce qu'on prévoit aujourd'hui et comment est-ce qu'aujourd'hui on est capable de proposer des services météorologiques au niveau aussi intéressant. Alors, il me faut quelques secondes pour vous partager l'écran, encore une fois. Paf. Eh bien, aujourd'hui, on commence toujours par les mêmes informations, c'est-à-dire que pour prévoir le temps, il n'y a pas de secret, il faut commencer par observer. Mais alors, en termes d'observation, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? Alors, j'ai vu qu'il y a eu quelques réponses dans le chat, et ça tombe bien. Alors, j'ai vu qu'il y avait les genoux de Pépé. Alors ça, c'est quelque chose qui marche souvent relativement bien, mais qui malheureusement est difficile à utiliser en opérationnel et pour produire des bulletins météo. Donc là, on va d'abord se focaliser sur les instruments météo qui sont utilisés, on va dire, de manière la plus courante. Alors pour observer au niveau de ce qui se passe, on va segmenter en plusieurs endroits. C'est-à-dire que l'endroit le plus simple pour observer, c'est là où nous sommes, c'est-à-dire au sol. Et donc au sol, on va avoir des stations météorologiques qui vont nous permettre d'observer. Alors là, vous avez un exemple, c'est une station automatisée sur laquelle on retrouve tout un tas de choses. En bas à gauche, ici, vous avez ce qu'on appelle un pluviomètre. Un pluviomètre, du coup, qui va nous servir, à savoir la quantité de pluie qui a pu tomber. Ensuite, on a un autre élément ici, qui est en fait un abri dans lequel se trouve une sonde de température qui permet aussi de mesurer l'humidité et
potentiellement d'avoir d'autres informations suivant les stations. Donc majoritairement, donc on a la quantité de pluie qui est tombée, la température, l'humidité, et puis là-haut, tout en haut de ce mât, eh bien, on se rend compte que vous avez une girouette qui vous permet de savoir d'où vient le vent, et puis des petites coupelles qui tournent, ce qu'on appelle un anémomètre, qui nous permettent de connaître la vitesse du vent. Donc là, c'est pas mal. Partout où il y a du sol, on va pouvoir installer ce genre de stations qui vont nous permettre d'avoir en un point toutes les informations dont on a besoin. Mais, on l'a dit, l'atmosphère, ce n'est pas uniquement le sol, c'est également toute une hauteur. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est de mesurer sur toute la hauteur. Pour ce faire, et j'ai vu que vous l'avez mis dans les commentaires, on va utiliser des ballons. Des ballons, donc qu'on va gonfler de manière bien précise, qui sont des ballons pas comme ceux qu'on utilise pour les anniversaires, mais qui sont voilà, d'une forme spécifique et qui contiennent une quantité d'hélium spécifique, pour monter à une vitesse connue. Et ensuite, à ces ballons, on va y accrocher des sondes qui vont nous permettre de connaître la température, l'humidité, indirectement la force du vent, sur toute la trajectoire du ballon. Et donc, ça va nous permettre, sur entre 0 et on va dire 15 km, d'avoir des informations très intéressantes pour nous. Alors, des ballons comme cela, on en lâche un peu partout en France, à Trappes, à Nîmes, à Bordeaux, pour nous permettre d'avoir des informations sur le profil vertical de l'atmosphère. Au-delà de ça, on a d'autres informations qu'on peut avoir en altitude, et cette fois-ci avec un outil de mesure auquel on ne pense pas forcément. Un outil de mesure un peu particulier, mais pourtant très facile à trouver au-dessus de nos têtes. Les avions. En effet, les avions, eux aussi, ils ne sont pas au niveau du sol et ils volent à différents niveaux. Et donc, en équipant des avions commerciaux de sondes particulières, ça va nous permettre d'avoir des informations de température, de pression, d'humidité, encore une fois, aux différents niveaux de vol des avions. Mais ce qui va nous intéresser encore plus, c'est qu'au moment des atterrissages et des décollages, les avions vont eux aussi nous permettre de faire des profils verticaux. Et donc, en prenant plein de mesures au décollage et à l'atterrissage, on va pouvoir avoir encore une fois des informations sur la verticale de l'atmosphère. Alors, l'avion que je vous montre là, il est un peu particulier. Ce n'est pas un avion classique, c'est un avion qui est utilisé pour la recherche. Et parce que les avions vont nous permettre d'aller encore plus loin dans la recherche météorologique, et notamment, ils vont nous permettre d'aller étudier des phénomènes très particuliers, notamment les éclairs, par exemple, en faisant voler les avions dans des orages, où on va permettre de récolter des informations particulières. Et donc, au-delà de l'observation, avec ces différents moyens de mesure, ça va nous permettre de comprendre l'atmosphère, et c'est grâce à notre compréhension qu'on va être ensuite en mesure de prévoir. Donc voilà, et donc cet avion-là, pour être tout à fait complet, il appartient au service des avions français équipés pour la recherche, donc qui est l'équipe Saphir, qui est basée à Francazal, à côté de Toulouse. Donc là, on est pas mal. On a observé au niveau du sol, on a observé en altitude, on commence à avoir pas mal d'informations. Alors c'est toujours ponctuel, mais on commence à en avoir un certain nombre. Au-delà de ça, il y a quand même un truc, c'est qu'on vit sur la planète bleue. Donc, il y a quand même beaucoup d'espace au niveau du globe où on a de l'eau. Et donc, on va aussi chercher à avoir des informations météorologiques sur l'eau. Pour ce faire, on va utiliser des outils un peu particuliers. Des outils comme des bouées, en fait. Donc là, on a des bouées météorologiques qui sont équipées de capteurs qu'on va positionner de deux manières, soit des bouées fixes, soit des bouées dérivantes, et qui vont nous permettre d'avoir tout un tas d'informations, encore une fois, sur le temps qu'il fait en mer. Et donc ça, c'est particulièrement intéressant, notamment quand on sait que chez nous, en France métropolitaine, on a des informations, on a besoin d'informations sur ce qui se passe sur l'océan Atlantique pour prévoir ce qui nous arrive sur la côte au niveau de la Bretagne ou plus bas du Pays Basque, par exemple. Enfin, voilà, sur toute la côte atlantique, on va avoir besoin d'informations parce que les perturbations vont très souvent arriver de l'ouest. Et donc, toutes les informations qu'on va pouvoir avoir à l'ouest vont nous être utiles. En dehors de ça, un peu comme pour les avions, on va aussi utiliser des bateaux. Donc, on va équiper des bateaux, alors soit spécialisés, encore une fois, soit des bateaux marchands de différents éléments de mesure, éléments de capteurs météo, qui vont nous permettre d'avoir tout un ensemble d'informations très intéressantes pour nous.
et qui vont nous permettre cette fois-ci de tracer des routes en mer avec des informations qui nous intéressent. Et puis, comme le plus compliqué, c'est de mesurer en altitude et en mer, surtout sur les endroits où il y a peu de passage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner les deux. Et on va mettre des systèmes de radiosondage sur des bateaux qui passent sur des itinéraires qui nous intéressent. Typiquement, on a des bateaux qui font l'aller-retour entre la France métropolitaine et les Antilles. Et sur ces bateaux, on va équiper ce type de matériel qui nous permettent de lancer des radiosondages à différents moments intéressants pour avoir des profils verticaux sur l'océan Atlantique. Donc là, on a vu tout un ensemble de mesures qu'on va appeler in situ, c'est-à-dire des mesures ponctuelles qui sont situées à un endroit donné. Mais on a aussi d'autres types de mesures plus spatialisées qui vont nous permettre d'avoir des informations complémentaires. Parmi ces mesures plus spatialisées, il y en a une que j'affectionne tout particulièrement, Eric l'a dit au début, c'est mon travail, c'est le radar. Le radar météorologique, vous le voyez à l'écran, c'est un radar comme ceux qu'on peut voir pour d'autres situations, donc une parabole qui va tourner à différentes élévations. Et ces différentes élévations vont permettre de prendre une photographie de différents niveaux de l'atmosphère et d'aller chercher des informations particulières. Donc les radars qu'on utilise en météorologie, ils vont nous servir à aller détecter les précipitations, à avoir des informations sur leur déplacement, mais aussi en outre-mer, les radars vont nous permettre de voir très très loin et donc de prévoir l'arrivée de cyclones jusqu'à 400 km. Et même en métropole, il y a des intérêts, notamment pour la prévision immédiate, parce que comme on voit les cellules arriver, ça va nous permettre de prévoir et d'anticiper encore mieux les épisodes de fortes pluies, et donc de mieux se préparer. Mais aussi, ça va nous servir en montagne, qui sont des zones sur lesquelles on va avoir des difficultés à aller installer des stations, et sur lesquelles le radar va pouvoir, lui, avoir des informations. Et donc, ces radars, ça ressemble à ça. À Météo France, ils sont jaunes, c'est leur spécificité. C'est des éléments très technologiques avec tout un tas de traitements derrière, mais vous risquez de ne pas en voir beaucoup, parce que souvent, ils sont cachés sous une cloche qu'on appelle le radome, qui est la partie blanche que vous voyez à côté. Et donc, un peu partout en France, vous pouvez voir des radars comme celui-ci. Il y en a 39 sur le territoire, en comptant les Outre-mer. Et donc, ces radars, qu'est-ce qu'ils produisent ? Ils vont nous permettre de produire des images un peu particulières, comme celle-ci. Donc là, on a une image radar qui est faite par le radar de Toulouse et qui nous permet de voir cet après-midi les perturbations qu'on a pu avoir sur la région Occitanie. Donc on voit que c'était majoritairement très agréable, très peu de pluie, mais des pluies sur les Pyrénées à des endroits, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui ne sont pas forcément faciles à voir et dans lesquels on a du mal à les placer des informations in situ, des informations de mesure in situ. Donc voilà, là, on a un élément de mesure qui est très intéressant et qui va nous permettre un paquet de choses par rapport aux observations du passé, parce que les radars, c'est quand même quelque chose d'assez récent, une quarantaine d'années, pardon. Mais voilà, globalement, on est bien au-delà de ce qu'avait Aristote à l'époque où il a écrit les météorologiques. Et ensuite, il y a un dernier élément qui est particulièrement intéressant, et cet élément, c'est le satellite. Alors, on a deux types de satellites en météo. Des satellites qui orbitent autour de la Terre à 36 000 km, des satellites géostationnaires, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la Terre tourne, le satellite va rester toujours face au même point. Et donc, c'est très intéressant parce que quand on a un satellite qui pointe sur l'Europe, il va toujours pointer sur l'Europe et donc on aura toujours des informations. Le problème, c'est que ce satellite, il est un peu loin, donc parfois on va avoir du mal à être très précis en termes de résolution des images. Et donc, on a d'autres types de satellites qu'on appelle les satellites défilants, qui, eux, vont orbiter plus bas, à 850 km, autour des pôles, et qui vont défiler, et donc passer 2 fois par jour à peu près au même endroit, pour nous permettre d'avoir des images, cette fois-ci plus zoomées, et donc plus intéressantes. Ou du moins, qui vont nous permettre d'avoir des informations complémentaires. Et donc, toutes ces informations mises ensemble, toutes ces observations, eh bien, on ne les garde pas pour nous, on les partage avec tout un tas d'autres pays, et donc dans un système météorologique qui est régi par l'Organisation mondiale de la météorologie. On va transférer ces informations, ce qui va nous permettre de créer des cartes, des images, notamment satellites, à l'échelle du globe, et donc d'avoir une vision, à un instant T, de notre atmosphère. Et une fois qu'on a cette vision à un instant T de notre atmosphère, ce qu'on va chercher à faire,
c'est de la prévision. Alors, pour prévoir le temps, en météorologie, on va utiliser ce qui s'appelle des modèles. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un modèle? En fait, c'est une manière de simuler l'atmosphère en 3D. Pour vous faire un schéma, un modèle, c'est un peu comme un hologramme. C'est un hologramme, donc une photo en 3D, avec tout un tas de pixels. Sauf que dans ces pixels, plutôt que de mettre rouge, vert, bleu pour avoir des couleurs, eh bien, on va mettre d'autres choses. On va mettre du vent, de la température, de la pression, de l'humidité. Et donc ça va nous permettre d'avoir notre hologramme de l'atmosphère en volume à un instant T. Et une fois qu'on aura cet hologramme-là, ce qu'on va chercher à faire, c'est lui appliquer toutes les lois physiques qu'on connaît et le faire évoluer dans le temps pour essayer de savoir dans le futur à quoi il pourrait ressembler. Et donc, toutes les lois qu'on connaît, ça veut dire la mécanique des fluides qu'on maîtrise aujourd'hui, mais sur lequel il y a encore des travaux à faire pour être plus précis, les changements d'état de l'eau, les turbulences, le rayonnement et les différentes interactions entre la Terre et l'atmosphère, mais aussi entre l'océan et l'atmosphère. Et donc, en modélisant tout ça, eh bien, ça va nous permettre de faire avancer dans le temps notre hologramme et de voir à quoi pourra ressembler dans le futur la situation de l'atmosphère. En ayant dans le futur la situation de l'atmosphère, eh bien, ça va nous permettre de produire des cartes. Mais avant de voir ces cartes, je voulais attirer votre attention sur le fait que nos hologrammes, comme nos photos, elles ne sont pas toujours à la même résolution. Et donc, on va avoir des hologrammes qui vont reproduire l'ensemble de la Terre, comme ce qu'on a vu sur le schéma tout à l'heure, avec des petites boîtes volumiques, des pixels, qui vont être sur des niveaux assez larges. Donc, on a par exemple un modèle français, Arpège, qui lui a des pixels de 16 km au niveau du monde et des pixels de 7,5 km au niveau de l'Europe. Donc une résolution qui commence à être intéressante. Mais on veut aller encore plus loin. Et donc, on va avoir d'autres modèles, par exemple le modèle Arome, qui est un modèle à plus petite échelle, qui est centré sur la France, et qui, lui, nous permet d'avoir une résolution des pixels de 1,3 km. Et donc, c'est quelque chose qui est quand même vraiment intéressant pour nous, d'avoir des résolutions aussi fines. Et donc là, par exemple, je vous propose de regarder deux modèles, enfin, très rapidement, Arpège et Arome, mais il faut imaginer que des modèles, il y en a tout un tas sur l'échelle internationale, avec, du coup, nous, on a nos modèles français, il y a des modèles anglais, il y a des modèles allemands, les Américains ont aussi leur modèle de prévision météo, et puis on a un centre européen de prévision météorologique qui, lui aussi, propose tout un tas de modèles, en tout cas un modèle principal qui permet de prévoir l'évolution de l'atmosphère. Et donc, très bien, on a fait tourner nos modèles, on a un nouvel état de l'atmosphère dans le futur, mais à quoi ça ressemble? Et bien là, je vous ai extrait une carte, qui est une carte de prévision météo, une carte du futur, enfin qui était dans le futur au moment où j'ai pris la capture d'écran, parce que je ne peux pas le faire là en direct avec vous. Et donc là, par exemple, je vous propose d'observer une température à 2 mètres par rapport au niveau du sol, qui est sur une zone, on va dire, de l'Europe de l'Ouest. Eh bien, il faut imaginer qu'en fait, nos modèles, nos hologrammes qu'on a utilisés tout à l'heure, eh bien, ils nous permettent de visualiser l'atmosphère sous toutes ses formes. C'est-à-dire que là, on a une carte de température à 2 mètres, mais on pourrait aussi avoir la carte de la température à 4 mètres, à 5 mètres, à 10 mètres, et en fait, sur toute la hauteur que vous voulez. Et c'est pareil pour tous les paramètres. Et donc, on va pouvoir combiner des paramètres ensemble pour avoir des informations, mais des informations et des paramètres, on en a tout un tas. Et c'est maintenant qu'il va falloir interpréter tout ça pour faire un bulletin météo. Et donc, avant de voir les questions qu'on se pose quand on fait un bulletin météo, eh bien, je vous propose de revoir tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on s'est dit que tout commençait de l'observation. Avec l'observation, on peut faire deux choses. Déjà, on peut savoir, on peut avoir des informations. Et en plus, on peut comprendre. Et en comprenant, on va être capable de modéliser. Donc, pour ça, on va faire notre hologramme. Et pour que notre hologramme ressemble le plus possible à la situation réelle, eh bien, on va utiliser les observations pour initialiser notre hologramme. Et ensuite, on va projeter ça dans le temps pour faire de la prévision. On va sortir des cartes de prévision qui maintenant vont devoir être expertisées. Donc, comment est-ce qu'on va expertiser ces cartes?
eh bien, c'est là que le travail des prévisionnistes météo entre en jeu. Parce que les modèles ne nous proposent pas une situation réelle de l'atmosphère dans le futur. Les différents modèles nous proposent des scénarios d'évolution de l'atmosphère et donc des possibilités de la manière dont pourrait être l'atmosphère dans le futur. Et donc, le rôle humain, il va être, avec sa compréhension et sa connaissance du temps, de l'atmosphère, des phénomènes qui se passent dans l'atmosphère, déjà de choisir le meilleur des modèles qui nous est proposé. Et une fois qu'on a choisi le meilleur des modèles, il peut toujours y avoir des corrections à faire, des choses que le modèle voit mal, parce qu'il y a des situations qui sont difficiles à prévoir ou à modéliser. Ou alors, parce qu'on a la compréhension de l'atmosphère, on va être capable d'ajuster certaines choses, de se dire, ah, ici, je sais qu'en général, il va y avoir du brouillard. Donc, au vu de la situation générale, il va certainement y avoir du brouillard. Donc, il faut aller chercher de ce côté-là, il faut creuser plus, il faut comparer plusieurs modèles pour voir si c'est une situation à brouillard ou pas. Et donc, en fait, l'impact humain et le travail des humains est très important. Et donc, c'est pour ça on a encore tout un tas de services de prévision qui font un travail de grande qualité et qui vont déjà choisir. Mais une fois que c'est choisi, une fois qu'on a la situation, il va falloir décliner la situation des modèles pour faire des bulletins de prévision qui soient utiles. Et donc, moi, j'ai envie d'essayer de discuter avec vous de comment on fait pour être utile et quelles questions on va se poser quand on va faire un bulletin météo. Alors là, je vous ai pris un bulletin de prévision qui est pour lundi matin. Donc, on est sur le lundi qui arrive. Bon, j'ai encore centré sur l'Occitanie. Et les questions qu'on va se poser, c'est, pour arriver à cette carte-là, à partir des cartes qu'on a eues précédemment, typiquement, la température. Comment est-ce que je vais choisir la température à mettre sur ma carte? C'est une bonne question parce que si jamais je choisis de mettre la température à 4 heures du matin, alors, par exemple, je mets sur Toulouse 8 degrés à 4 heures du matin. Bon, très bien, c'est vrai, à 4 heures du matin, il va faire 8 degrés. Mais ma carte, c'est une carte grand public et donc elle indique matin. Et donc, est-ce que la majorité du grand public va avoir la température à 4 heures du matin? Non. Le grand public, qu'est-ce qu'il attend? Bon, ce qu'il attend peut-être plutôt, c'est l'heure à laquelle il va partir au travail, donc entre 8 heures et 9 heures. Il va déposer les enfants à l'école pour savoir comment les habiller. Bon, alors je vais peut-être mettre la température plutôt autour de 8-9 heures. Ce sera une bonne chose à faire. Mais du coup, moi, si jamais je pars au boulot à 4 heures du matin et qu'il ne fait pas 8 degrés mais 4, je vais dire, c'est pas ce que j'attendais du bulletin météo. Et donc, c'est toutes ces questions-là qu'il va falloir se poser, qui sont de dire à quelle échelle temporelle est-ce que je positionne mon information. On peut aussi faire une météo, et c'est ce qui est de plus en plus fait sur nos applications, heure par heure, ce qui permet cette fois-ci d'avoir l'information. Ensuite, il faut se poser la question de l'échelle spatiale. C'est-à-dire que là, on voit sur le nord de la Haute-Garonne, par exemple, une température de 8 degrés. Mais avec les îlots de chaleur urbains, dont parlait Fabrice juste avant moi, on sait que dans les villes, il fait un peu plus chaud. Mais dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets la température à Toulouse? Est-ce que je vais mettre la température peut-être plus loin au niveau de Saint-Lys? Est-ce que je vais chercher plus au nord? Est-ce que je vais chercher plutôt dans un endroit rural, plutôt entre les deux? Comment est-ce que je vais choisir? Il y a aussi cette question de spatialisation de l'information quand on veut réaliser une carte météo. Et donc, tout ça, c'est des arbitrages à faire, c'est des retours à faire pour avoir ensuite toutes les informations nécessaires. Et ensuite, se pose la question de quels paramètres est-ce que je vais afficher. En général, sur un bulletin météo, on va avoir le temps sensible, c'est-à-dire est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il y a du soleil, est-ce qu'il y a des nuages, la température, parfois l'humidité, qui peut être intéressante aussi, et puis le vent, qui est souvent intéressant pour plusieurs choses, des fois pour des activités, mais aussi pour le ressenti, parce que s'il y a du vent très fort, vous le savez, vous l'avez déjà ressenti, on a l'impression que la température est plus fraîche. Et donc, une fois qu'on a eu tout ça, on va pouvoir se poser d'autres questions. Là, on a fait un bulletin pour le grand public. Mais peut-être que si jamais on avait travaillé pour un autre utilisateur, on ne se serait pas posé les mêmes questions. Quand on travaille pour l'agriculture, par exemple, l'humidité a une importance beaucoup plus importante. Et donc, on va avoir des cartes d'humidité qui vont être très fines et qui vont permettre aux agriculteurs
notamment typiquement quand on parle de vignes et de vin, de récolter au bon moment. C'est pareil quand on parle des routes, quand on parle de la météo pour les routes, eh bien, il faut imaginer qu'on va avoir ce qui nous intéresse. En hiver, ça va être le verglas, et en été, ça va être les périodes très chaudes où on va avoir des risques de goudron qui fond, ou alors eh bien, aussi du verglas d'été quand il n'a pas plu pendant très longtemps et qu'on a les premières pluies. Et donc tout ça, ça va être des éléments à faire rentrer en ligne de compte pour créer notre bulletin. Et ensuite, eh bien, parfois, on va aller chercher des informations complémentaires qui vont nous permettre de rendre notre bulletin encore plus intéressant. Par exemple, si vous vouliez aller en montagne demain, ce qui pourrait vous intéresser, c'est d'aller regarder l'enneigement. Bon, l'enneigement dans les Pyrénées, il n'est pas très top. Mais ça vous permet d'avoir l'information. Et donc ça, c'est une autre manière de formuler un bulletin météo où on va aller chercher les informations nécessaires aux utilisateurs. Et si jamais je pousse mon raisonnement encore un peu plus loin, eh bien, on va vraiment être très adaptatif. Et par exemple, selon les utilisateurs, on est plus ou moins sensible à certains sujets. Et donc, on va pouvoir, et vous le voyez de plus en plus dans les différents bulletins, que ce soit sur les applications ou à la télévision, utiliser des probabilités. Parce qu'en fait, les probabilités vont permettre à chacun de s'adapter. Par exemple, si je vous dis que demain, il y a 60% de chances de pluie, si jamais vous voulez aller faire un footing, vous vous dites, c'est pas grave, je vais aller faire un footing, et au pire, il y a 60% de chances que je sois mouillé. Ce n'est pas forcément le cas pour tout. Par exemple, si jamais vous avez une activité où la pluie peut vraiment... Par exemple, vous avez un concert en plein air, il y a 60% de chances de pluie, peut-être que vous allez acheter une tente supplémentaire pour protéger votre matériel. Et donc, en fait, le fait de savoir le pourcentage de chances de pluie, ça va vous permettre de vous positionner par rapport à votre activité. Et je reviens, pour terminer et pour faire la transition avec le sujet suivant, sur la prévision de phénomènes météo et sur l'échelle. Parce qu'il y a des questions qu'on entend souvent, notamment nous à Météo France, qui sont « Mais vous prévoyez des orages, mais il ne pleut pas ». Mais oui, parce qu'en fait, encore une fois, quand on prévoit des orages sur la Haute-Garonne, eh bien, il peut très bien y avoir des orages à Saint-Gaudens, mais ils ne vous tomberont pas dessus sur vous. Parce qu'il faut se dire que les échelles spatiales des différents phénomènes météo sont très différents. Un orage, on est sur quelques kilomètres, alors que quand on parle de perturbations, de front, comme on entend souvent parler, eh bien, on est sur des distances beaucoup plus grandes. Donc quand on va dire qu'il va pleuvoir et que la pluie est liée à un front, il y a beaucoup plus de chances que ça vous concerne aussi. Quand on parle d'orage, c'est des phénomènes beaucoup plus localisés et sur lesquels eh bien, on va avoir aussi du coup d'une communication un peu particulière. Et justement, en parlant de communication particulière, les services météorologiques servent donc bien entendu au grand public à différents usages et ils ont un service très particulier qui est la sécurité des personnes et des biens. Et en effet, il y a aussi une mission qui est confiée à Météo France par l'État de créer la vigilance météorologique. Et donc là, c'est la phase finale, on va dire, c'est la sécurité des personnes et des biens, c'est protéger les gens des différents événements météo. Alors dans ces différents événements météo, on va avoir les canicules, les vigilances vagues submersion, enfin, il va y avoir tout un tas de choses, mais l'objectif est là. Et en fait, on se rend compte qu'on a réussi, entre le début, les premières observations, à aujourd'hui assurer la survie de certaines personnes grâce à la météo et grâce à la prévision météo. Donc c'est quand même un long chemin qui a été parcouru depuis 200 ans. Et depuis moins de 200 ans même, on est passé du fait de mesurer et d'observer à quelque chose, une prévision qui est très très utile. Et enfin, pour terminer, pour vous donner une vision un peu extérieure de la météorologie, vous dire qu'en fait, une météo de qualité, et ça c'est une enquête qui a été publiée par France Stratégie, ça fait gagner plus de 10 milliards d'euros par an à la France. Et de manière générale, on a entre 25 et 30% des activités de notre pays qui sont directement influencées par la météorologie. Pour vous dire à quel point c'est impressionnant et à quel point c'est important le travail de la météorologie. Et donc, je vais terminer là-dessus. Je trouve qu'on a dépeint un beau portrait de la météorologie. Et donc, il nous reste 5 minutes, si jamais j'ai bien compté, pour pouvoir répondre à vos questions. Et je vais en profiter parce que j'ai vu qu'il y a eu un paquet de questions. Hop, alors, je vais arrêter le partage d'écran et je vais répondre à vos différentes questions. Est-ce que l'on cherche à faire des prévisions météorologiques
plutôt optimiste ou plutôt pessimiste? Alors ça, c'est une très bonne question. J'ai envie de vous dire qu'on cherche à faire des prévisions météorologiques plutôt justes. C'est-à-dire que l'objectif, quand on fait une prévision météorologique, c'est d'être le plus près de ce qui va se passer. Notamment, pour vous dire, toutes les prévisions qui sont faites à Météo France sont réétudiées derrière par rapport au temps qu'il a fait. C'est-à-dire qu'on contrôle les prévisions et on cherche à les améliorer toujours. Et après, sur les prévisions plutôt optimistes ou plutôt pessimistes, eh bien, ça va dépendre de ce pourquoi on travaille. En général, on va plutôt envisager la situation la plus pessimiste pour éviter d'avoir des dommages et on va éviter d'être trop optimiste. Mais enfin voilà, l'objectif, encore une fois, c'est toujours être le plus près possible du réel. Parmi les autres remarques que je vois dans le chat, ces derniers mois, on a beaucoup moins d'avions commerciaux. C'est tout à fait vrai. Et du coup, c'est pour ça qu'on lance beaucoup plus de ballons. On a toujours besoin d'informations pour alimenter nos modèles météo sur la verticale. Et ben, ce qu'on fait, c'est qu'on lance plus de ballons. Et donc, pour compenser le manque d'avions. Parmi les autres questions, y a-t-il des endroits en France ou sur Terre où faire des prévisions météo est très difficile et pourquoi? Alors, oui, globalement, il y a des endroits où c'est plus compliqué de faire des prévisions météo, notamment parce qu'il va y avoir plus de phénomènes physiques en jeu. Et donc, plus il va y avoir de phénomènes physiques en jeu, plus la complexité de la prévision va être grande et plus on va avoir du mal à prévoir. Et après, il y a une deuxième chose qui peut complexifier la prévision météorologique, c'est le manque d'informations, le manque d'observations. Et il y a des endroits sur Terre sur lesquels on a beaucoup moins d'observations. Et donc, comme on a moins d'observations, c'est plus difficile d'initialiser nos modèles. Et donc, comme les modèles sont très sensibles aux conditions qu'on y met au début, eh bien, on va avoir des prévisions qui vont être moins bonnes. Donc, c'est-à-dire que les modèles vont toujours tourner, on aura toujours des informations sur la zone, mais les modèles seront moins précis, et donc il va falloir qu'on s'adapte. Ensuite, on va avoir une autre, enfin, pour rester sur cette question-là, il y a autre chose, du coup, c'est la précision des modèles. C'est-à-dire que quand on va avoir un modèle qui a une résolution, un pixel de 16 km, eh bien, ce sera plus difficile de savoir ce qui se passe en dessous de l'échelle de ces 16 km, c'est-à-dire à 2 km près, que quand on a un modèle qui a une résolution de 1 km. Et donc, tout ce qui est plus petit que la taille de notre case de modèle, on va avoir plus de mal à le prévoir, et sur toutes les zones du coup qui sont un peu plus lâches en termes de modèle, ça va être un peu plus compliqué. Et donc je vois qu'il y a aussi une question au début de la conférence que j'avais ratée, donc je vais y répondre bien sûr. Pourquoi est-il plus facile de prévoir à long terme plutôt que les 15 prochains jours? Eh bien alors là, la réponse elle est entre plusieurs choses. Déjà, il faut voir que les modèles, comme je vous disais, pour les prévisions à court terme, elles sont sur des distances de, on va dire, une quinzaine de kilomètres à quelques kilomètres. Plus on va prévoir sur le long terme, plus on va prévoir de manière globale sur des échelles spatiales plus larges, et donc plus on va pouvoir relâcher la taille de nos mailles de modèles. Et donc, ça va nous permettre d'avoir ce qu'on va appeler des tendances par zone. Donc, ce n'est pas grave si on n'est pas précis au kilomètre près, on va avoir l'information de manière générale. Et en plus de ça, quand on prévoit sur du long terme, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir faire des moyennes. Et quand on va faire des moyennes, on va limiter ce qu'on va appeler les phénomènes extrêmes, c'est-à-dire les phénomènes qui vont être ponctuels et qui vont avoir un impact à un instant T. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive relativement facilement à donner des tendances à long terme, et parfois plus que sur des situations très changeantes du jour au lendemain. Alors voilà, il me semble qu'il est 20h45, donc j'ai tenu le timing qu'on m'avait imposé. Il me semble que j'ai répondu à toutes les questions. En tout cas, j'étais très heureux d'être là ce soir, aujourd'hui, avec vous. Et j'espère que vous reviendrez demain pour la suite du festival Scientilivre. Et je vous souhaite à tous une très agréable soirée.